pour tous ceux qui nous rejoignent et ne connaissent pas Lyon, je vais rapidement vous expliquer qui on est et ce qu'on fait. Donc Lyon, on est une école. Pour nous, il n'y a pas d'âge pour apprendre et au contraire, il faut le faire vraiment tout au long de sa vie, quel que soit son poste, quel que soit son secteur. Et Lyon, justement, vous accompagne dans cette démarche-là. On a donc des événements, des webinars, des events, des petits-déj en présentiel et aussi des formations. Donc, on a une formation qui s'appelle Lyon du samedi, qui est pour la découverte de l'écosystème des startups. On a des formations sur mesure. Donc là, c'est grands groupes, PME, startups, avec un enjeu et une problématique. Et on les accompagne. Oscar, tu peux juste revenir à la slide d'avant, pardon. On est encore sur Lyon, merci beaucoup. C'est Oscar qui gère mes slides. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y aura quelques petits décalages parfois. Et le dernier axe qui est les formations métiers dont moi, je suis responsable. Voilà, donc en gros, Lyon veut être un gros coup de boost pour vous présenter des experts terrain qui vont venir pas vous partager une science exacte, mais vous partager leur vision avec leurs expériences, leur quotidien, les outils dont ils se servent le plus pour que vous, ensuite, vous puissiez prendre ce qui est applicable à votre situation, à vos organisations et donc rester actif et rencontrer plein de personnes, pouvoir échanger sur des choses qui sont similaires et qui sont très différentes à la fois de vous. Voilà, c'est donc dans ce cadre-là, et là, Oscar, ça y est, on peut passer à la suite, que moi, j'ai rencontré Oscar parce que, comme je vous le disais, je suis en charge des formations métiers. On a une track management, une track produit et une track growth hacking. Et Oscar a suivi la track growth hacking il y a maintenant quasi un an. On était en 2019 quand Oscar est devenu participant pour cette formation. Donc, en fait, cette formation, c'est 1 mois et demi pour avoir un peu une vision 360 de ce que c'est le growth hacking, pour avoir les bases et rencontrer une quinzaine d'intervenants qui vont, là encore, vous partager leurs outils et leur façon de faire. On a scindé cette formation basée sur 7 piliers. Donc, on voit ces 7 piliers. Oscar était participant. Et à côté de ça, on a aussi la formation produit. La formation produit en 22 heures pour découvrir le métier de PO-PM. Et là, encore, rencontrer une quinzaine d'intervenants. Et suite à ça, Oscar est devenu mentor. Donc, il accompagne une de nos équipes. Il les guide, il leur donne ses meilleurs conseils pour que cette équipe puisse aller jusqu'au bout et proposer un des meilleurs projets à la fin de cette formation. Ce qui était important pour moi aussi aujourd'hui, c'est donc que Oscar est responsable de la division data chez Advisory, il se présentera bien mieux que moi. Et donc, on a été amenés, Oscar et moi, à parler de la data. Et en fait, on s'est rendu compte, et dans notre track produit et dans notre track grosse, qu'on abordait à chaque fois la data, mais pas du tout du même angle, en fait. Et donc, en fait, aussi au fur et à mesure, moi, en parlant avec des participants, en parlant à des personnes qui venaient à nos events, on se rendait compte que la data, ça restait assez brouillon. Ça fait un peu peur, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va l'appliquer. Pourquoi est-ce qu'en produit, la data, ça va être super importante, ça va être un peu plus, évidemment, centré sur des choses qu'on connaît peut-être un peu plus d'un premier abord, le coût par acquisition, le taux de churn, donc c'est un peu ces notions-là. Et en même temps, en gros hacking, c'est généralement une partie qui fait un peu plus peur. On se dit, waouh, il y en a dans tous les sens, comment est-ce que je vais faire? Donc, ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'était vraiment de prendre le temps de vulgariser un petit peu la data, de la démystifier. Donc, Oscar va vous expliquer un petit peu d'où ça vient, comment est-ce qu'on peut l'analyser d'un point de vue un peu plus simple, et aussi comment est-ce qu'en fait, c'est finalement le lien entre le produit et le gros, et que quel que soit son secteur, c'est méga important, c'est vraiment quelque chose de transverse. Et si on ne connaît pas la data, si on ne s'en sert pas et si on ne la traque pas, il y a vraiment beaucoup d'effets négatifs qui peuvent en découler. Et une fois qu'on s'est lancé sans prendre trop en compte la data, faire demi-tour et revenir en arrière, c'est hyper compliqué. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc voilà, on est trop content d'être avec vous ce matin, ravis d'être avec Oscar, qui du coup, il y a un an, était participant. Ensuite, il est devenu mentor et maintenant, il est intervenant. Donc, trop chouette. Merci Oscar d'être avec nous. Merci à toi. Ah oui, il y a une petite chose, évidemment. Je vous demande de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas de bruit derrière vous. Mais n'hésitez surtout pas à écrire toutes vos questions sur le chat. Moi, j'interromprai Oscar et à la fin aussi, on reprendra un moment pour repasser sur toutes vos questions. Et là, on pourra avoir vraiment des questions-réponses où vous pourrez allumer vos micros. Voilà, merci à tous. Merci Oscar. Merci. Bonjour à tous. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de data. Donc, je m'appelle Oscar et je travaille dans une société qui s'appelle Upvisory. Donc Upvisory, c'est une agence de conseil experte en product management, en design et en agilité. Donc on accompagne des entreprises justement pour développer des produits et que ce soit des produits d'excellence.
Avant de commencer à parler un peu plus de data, je voulais vous préciser des petites choses sur moi. Je suis un pro du franglais, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions dans le chat. Je sais que Joséphine nous regarde de près, donc elle pourra justement aiguiller. Je suis aussi un gros geek produit, donc il y a plein de termes techniques que je peux utiliser. Donc si vous ne comprenez pas des termes, n'hésitez pas à interrompre pour que je revienne dessus. Il faut participer. Sinon, un autre petit point, donc ça, on va dire que c'est un peu toujours dans des débats qu'on peut entendre, c'est-à-dire sur le vocabulaire technique, il y a toujours des nuances. Par exemple, si vous parlez de data informed vs data driven, si vous parlez de data scientist vs data analyst, il y a des nuances. Chaque société, chaque personne a ses nuances. Euh, Moi, je suis pour le fait de ne pas être dogmatique et justement plutôt avoir une approche de mindset et de réflexion et de logique. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, je vous répondrai, mais il faut savoir que sur tous ces termes, il y a toujours des nuances à apporter. Donc, ce matin, à peu près dans l'ordre, on va commencer par parler de la data, donc savoir l'utiliser. Après, on va parler de la stratégie, donc comment la définir. Et le dernier point, qui est pour moi un point assez essentiel, qui est souvent oublié, c'est comprendre les enjeux qui est autour de la data. C'est-à-dire que justement, comme Joséphine l'a dit, il faut commencer tôt à travailler avec la data parce que les enjeux par la suite peuvent devenir absolument énormes et c'est un vrai game changer pour beaucoup de sociétés. Donc, on finira par parler justement un peu plus d'IA et aller dans les choses un peu plus complexes. Donc, première partie, c'est un peu l'overview, le truc très facile d'accès, où on va parler de data. Donc, je pense que pas mal d'entre vous connaissent cette façon de voir les choses, c'est-à-dire où on part d'une idée ou d'une intuition. De là, on va faire des hypothèses, on va construire un produit. Ce produit, on va l'évaluer, on va récupérer de la data, ce qui va nous donner des insights, et ainsi de suite. C'est toute la logique qu'a mis, que les partisans du Lean Startup appliquent. Mais cette brique data est toujours restée un peu mystique de comment l'appliquer, de qu'est-ce que c'est que de la data et comment est-ce qu'on va extraquer concrètement cette donnée. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais pousser aujourd'hui pour mettre du concret. Aujourd'hui, je ne sais pas trop quels sont les profils. J'imagine qu'on doit avoir des product managers, des data analysts et des fondateurs. Est-ce qu'il y a d'autres profils qui sont là et que j'ai oubliés? Je vous laisse un peu de temps pour allumer vos micros. Oui, exactement. Ou l'écrire sur le chat comme vous le souhaitez. Alors, de ce que je peux voir, donc, comme tu disais, on a un product owner, on a plusieurs PM, on a un profil grosse, data analyst comme market, UX, grosse. Bon, on va en avoir pour tous les goûts alors. Exactement, data analyst, chef de projet. Top. Voilà. Trop chouette, merci d'avoir écrit sur le chat. Trop bien. Et ben, du coup, on va en avoir pour tous les goûts. Donc, sur du product, sur du growth, sur du design et sur du market qui se rapproche du growth, bien évidemment. Mais on va voir justement comment on lit toutes ces choses-là. Mais avant de parler de ça, on va parler de la data. Donc, déjà, il y en a deux types. On parle souvent et on entend souvent par data la quantitative. Donc, il y a un focus sur des actions, ça se mesure. C'est tout ce qui va être analytique. On peut aussi trouver ces données soit en interne en analysant les données de son application, soit par des partenaires externes type Google Analytics, soit même des données qui sont externes même à notre propre produit, et qui peuvent venir du gouvernement par exemple, qui peuvent venir alimenter ses propres produits. On parle beaucoup de ces données-là et très peu des données qualitatives. Donc, il va être un focus sur la motivation, ça va donner des tendances et c'est ce qui va donner du sens aux données quantitatives. On va passer par des interviews, des tests utilisateurs, on va faire des études. Alors justement, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette double vision? Et c'est là-dessus, justement, en général, qu'on fait la différence entre data-driven et data-informed. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit informed, c'est-à-dire qu'on prend aussi en compte toute la partie quantitative. Par exemple, si vous voyez, c'est une petite BD que je trouve très explicite, si vous voyez quelqu'un
qui passe dans la rue, vous mettez un bloc de glace gratuite, vous faites juste de compter. Vous savez qu'une personne sur 30 prend la glace gratuite. Donc, OK, on a cette information, c'est super. Donc, on sait que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment est-ce qu'on ferait pour progresser. Et là, on a besoin justement de la donnée qualitative. Donc, quelqu'un qui va nous dire et qui va nous expliciter que justement, il y a des choses à savoir. Et donc, là, c'est la personne qui va donner son sentiment, qui va donner sa tendance. Et donc, du coup, qui va dire, bah, justement, j'étais un petit peu gêné de prendre cette glace gratuite. Et donc là, on voit vraiment en fait qu'on a besoin des deux pour pouvoir comprendre. Donc, je remets là-dessus. Donc, il y en a un, la donnée qualitative, qui se focus sur des motivations, sur des émotions. Ça va nous donner, ça fait référence à l'intelligence humaine. Et la donnée quantitative, elle, c'est plus pour résumer des actions, donner de la mesure. Donc, on va résumer ça sur des graphes, sur tout un tas d'autres éléments. Et justement, en parlant de représentation, juste avant, donc, le meilleur moyen que je connaisse pour justement récupérer de la donnée qualitative, c'est des entretiens. Des entretiens, il faut en faire tout le temps. Et c'est vrai pour donner du sens sur la data, et que ce soit lorsqu'on fait du produit, ou lorsqu'on fait du growth, ou lorsqu'on fait du design. L'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit des grands entretiens très chers. Il suffit juste d'aller trouver des personnes qui ressemblent à vos clients. Ça va vous permettre d'identifier, de prioriser ce que vous devez faire, quels sont ces besoins. Et c'est ce mélange entre ces données qualitatives et ces données quantitatives qui va vous permettre justement d'optimiser et pas dépenser de l'argent n'importe comment. Et l'avantage des entretiens, c'est que ça suit le principe de Pareto, c'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'à peu près avec 6 entretiens, on répond à 80% des problématiques, on arrive à identifier 80% des problématiques de nos utilisateurs. Donc, vous avez vraiment la masse de ce qui est important à traiter. Ces informations d'entretien, en fait, on va les visualiser dans un document qu'on appelle un persona. Ça regroupe l'ensemble des informations utiles au développement du produit. Ça, c'est hyper important à retenir. C'est-à-dire qu'un persona, c'est bien évidemment qu'il faut mettre une notion de vivant derrière. Donc, c'est pour ça que les gens me donnent un prénom, etc. Mais il faut surtout, et c'est là le cœur de ce qu'est un persona, c'est que ce soit un document vivant qu'on modifie de manière très régulière. Ce n'est pas un shot qu'on fait une fois. C'est ce que moi, je vois sur le terrain beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes vont créer un persona, ils ne vont pas y toucher pendant 2 ans, ils ne vont quasiment pas le lire. Ce n'est pas ça. L'objectif d'un persona, c'est il est retraité quasiment tous les mois et demi, à chaque enquête, à chaque nouvelle information qu'on peut venir mettre sur ce document. On va le faire. C'est un document qui est vivant et qui sert à guider le développement. Donc, tout ce que vous apprenez, vous le mettez sur ce document et il est partagé au sein du groupe. Et vous pouvez même faire un encart nouveautés, les nouveaux insights, etc., pour justement pousser à la compréhension de ce que vous avez. Derrière, on va passer donc, du coup, aux données quantitatives qui sont aussi un enjeu qui est absolument énorme. Et là, l'objectif dans les données, c'est de ne pas se planter de type de données. Donc, c'est vraiment de keep focus, c'est-à-dire avoir le moins de données possible, mais avoir des données qui ont du sens. Donc, on parle justement de données qui sont vanity vs actionnables. Donc, le vanities, par exemple, vous avez de la donnée qui va, par exemple, prendre… vous avez, alors ça c'est un classique, vous allez sur Google Analytics, vous regardez le nombre de personnes qui se connectent sur votre site internet. Vous avez sur votre site vitrine, vous avez 2000 personnes par jour. Une petite société, 2000 personnes par jour, c'est très bien. OK. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Vous avez 2000 personnes, c'est bien, mais quelle action vous allez générer derrière? Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Par contre, vous pouvez avoir de l'actionnable, c'est-à-dire vous avez un taux de rebond. Ce taux de rebond, donc c'est des gens qui vont rentrer sur votre site internet et qui vont repartir. Et vous allez essayer de dire, OK, j'ai un taux de rebond qui est de X%. Comment est-ce que je peux optimiser ce pourcentage pour que les gens restent plus longtemps ou comprennent mieux ce qu'on fait? Peut-être qu'il y a un décalage entre dans notre première page de ce qu'on veut faire passer comme message. On va aussi avoir la notion d'exploratoire et de reporting. L'exploratoire, c'est de la donnée justement qui va servir à donner
de l'information sur les utilisateurs vers le reporting, où là, l'objectif va juste être de donner un statut, on met une image à un temps T. Ça peut être utile justement sur, par exemple, tout ce qui va être données financières de votre site Internet. Là, vous êtes dans un cas de reporting, vous n'êtes pas là pour faire des progrès sur votre produit, vous êtes là pour avoir de l'information brute pour pouvoir contrôler. Mais on est vraiment dans une démarche financière. Il ne faut pas confondre les deux. Et quand on a justement une approche qui va être plus tournée sur du product management, du growth, on va vraiment partir sur la partie exploratory parce que l'objectif, c'est justement de trouver des nouvelles sources de données, de trouver de nouvelles problématiques. On fait aussi des reporting de données exploratoires, mais quand on entend reporting, on parle beaucoup plus de finance, c'est quelque chose de statique sur lequel on n'a pas forcément besoin d'agir. Après, on va avoir, faut pas confondre corrélation et causalité. Par exemple, si vous avez une donnée, aujourd'hui, on sait statistiquement que les gens qui sont gauchers, je suis désolé pour les gauchers, vous allez plus mourir sur la route que les droitiers, tout simplement parce qu'en fait, il y a une majorité de droitiers et que tout le système a été construit plus pour des droitiers que pour des gauchers. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'être gaucher vous tue sur la route. Tout ce qui a été construit n'a pas été conçu pour les gauchers. Et c'est là où justement, entre cause et corrélation, il faut faire très attention. Après, donc on va voir le leading et le lagging. Donc, ça va être tout ce qui va être de la donnée qui est passée et future. Donc, il faut faire aussi attention à votre donnée. Est-ce que c'est de la donnée qui vous permet de prendre des décisions dans le futur ou est-ce que c'est des choses qui sont dans le passé et donc, du coup, qui n'ont aucune incidence sur votre futur? Donc, ça, on va dire un peu les bases de ce qu'il faut avoir en tête sur la data. Et après, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, quand vous voulez un peu les règles d'or de la data, donc quand vous pensez à de la data, première chose qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut absolument avoir la possibilité de les comparer. Donc là, j'ai mis un petit GIF qui fait référence aux élections américaines du moment. Donc, c'est un petit clin d'œil, mais l'idée, c'est ça. Il faut toujours pouvoir comparer, vous pesez le pour et le contre entre de la donnée à un temps T et à un temps T plus 1. Si vous n'êtes pas capable de la comparer, vous n'avez pas une donnée que vous devez suivre. Il faut qu'elle soit compréhensible. Si vous avez de la donnée qui est trop complexe et vous n'arrivez pas à communiquer ni à l'équipe, ni au top management, c'est que la donnée que vous avez sélectionnée n'est pas la bonne et que vous n'arriverez pas justement à acculturer, parce qu'en général, c'est des personnes de réunion qui vont être des moteurs dans l'approche data dans leurs entreprises. Si vous prenez une donnée qui est trop complexe, vous n'allez pas réussir à communiquer dessus et c'est dommage parce que vous passez à côté d'énormément de valeur. Après, autre point, il faut que ce soit un taux ou une note. Une note, c'est un peu un taux, mais on va dire que ce n'est pas tout à fait la même manière de représenter. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette manière de fonctionner? C'est parce que c'est plus facile d'agir. C'est une espèce de guide qui va vous faciliter la démarche. Si vous vous dites, OK, j'ai un ratio, j'ai un taux, vous allez pouvoir agir dessus beaucoup plus facilement. Si vous avez un nombre, vous allez dans une zone de risque. Tout simplement parce que justement, ils sont intrinsèquement comparatifs. Et après, l'autre partie, c'est que ça permet justement ces taux de pouvoir comparer des choses qui ne sont pas forcément évidentes à associer au début. Par exemple, le meilleur moyen pour moi d'expliquer ça, ça va être la vitesse. La vitesse, vous avez des kilomètres d'un côté, donc une distance, et un temps, donc de l'heure. C'est deux données qui apparemment ne sont pas liées, pour autant elles donnent toutes les deux assemblées ensemble une notion hyper importante qui est justement la vitesse. Et c'est ça qui est intéressant sur le travail sur les taux, c'est que vous pouvez justement associer ces données qui peuvent paraître un petit peu éloignées aux premiers abords. Donc, quelques petits points d'attention par rapport à ces données. Donc,
toujours à garder en tête que vous avez forcément des métriques qui vont être plus importantes que d'autres, qui vont correspondre aux besoins de votre entreprise. Donc ça, il faut essayer de toujours les multisourcer parce que ça arrive énormément de ne pas avoir la bonne donnée, la donnée exacte est très difficile à obtenir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent, quand on parle de data, que la data ne donne pas de vérité. Elle donne une tendance, elle donne une sorte de vision, mais c'est tout. Donc, dès que vous avez une donnée qui est critique dans votre business, toujours essayer de la multisourcer pour justement pouvoir définir un peu une zone dans laquelle elle se situe. Et puis surtout, aussi, la donnée, dès que vous prenez de la donnée, et donc là, on parle justement de causalité et de corrélation, mais ça dépasse même ça, c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous prenez une donnée, elle est empreinte des mêmes biais que les humains. Donc là, vous avez donc le codex des biais cognitifs. Vous pouvez retrouver le document sur Internet assez facilement, c'est un gros PDF qui reprend en fait tous les biais cognitifs qu'on peut avoir en tant qu'humain. Et en fait, on en hérite très facilement quand on parle de données. Pour donner des exemples, on a donc des sociétés comme Google et comme Amazon, je crois les deux ont fait la même erreur. Ils ont mis en place un algorithme qui faisait de l'analyse de CV sur parce qu'ils ont énormément de postulants, donc ils ont mis en place un algorithme pour étudier les CV des personnes qui postulaient, donc ce qui paraît tout à fait logique. Mais par contre, ils ont eu un problème, c'est qu'en fait, l'algorithme a appris que sur la plupart des personnes que Amazon et Google recrutaient en tant qu'ingénieurs, c'était des hommes. Et donc, l'algorithme a appris que les hommes étaient meilleurs. Et donc, du coup, il s'est mis à pousser le trait encore plus loin. C'est-à-dire que du coup, les CV qui n'étaient proposés au RH, aux recruteurs, n'étaient plus que des hommes. Donc, heureusement, Google et Amazon se sont rendus compte que leur algorithme commençait à devenir un peu foireux. Donc, on corrigé le tir. Mais voilà, c'est la data. Dès que vous jouez avec de la donnée, il faut savoir qu'elle elle prend tous les biais que nous, humains, on peut avoir. Donc, il faut bien garder ça en tête si vous ne voulez pas justement vous retrouver dans des problèmes avec des algorithmes qui pensent que être un homme, c'est mieux pour être un ingénieur. Ce qui est totalement faux, bien évidemment. Voilà, donc vraiment bien faire attention à ces biais. Donc maintenant, on va parler plus de stratégie. Et donc, on va aller un peu plus loin dans la data. Alors, on a un petit problème de chargement. Les joies du live. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais voir moi si sur mon ordi ça marche. Sinon, je vais faire de tête. Oui, alors je me rappelle de ce que j'avais mis à cet endroit-là. Donc je vais vous décrire ce que j'ai mis. J'avais tout simplement mis un seau avec des trous, avec de l'eau qui rentre dans ce seau. Globalement, si vous voulez réussir à identifier où votre produit a des failles, il faut mettre des utilisateurs. L'utilisateur, c'est l'eau et vous allez pouvoir voir par où ça fuit. On a toujours cette démarche dans le produit. C'est toujours on cherche l'erreur, on cherche l'échec pour justement le corriger le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'on fait des économies. Plus vite vous identifiez où sont ces failles, au plus vite votre seau va être solide. Par contre, au début, vous avez des très grands trous. Donc, si vous mettez énormément d'eau, en fait, vous jetez de l'argent par les fenêtres. Donc, c'est toujours une question entre qu'est-ce qu'on doit risquer, qu'est-ce qu'on ne doit pas risquer. Et là, justement, on va se retrouver donc, dans cette situation où on va parler d'un processus itératif en grande phase quand on développe un produit. Et c'est selon ces différentes phases qu'on va pousser plus ou moins certaines actions. Première action, donc, ça va être une adéquation problème-solution. Quand vous développez un produit, quel qu'il soit, il faut savoir s'il répond à un problème. Si vous répondez à rien du tout, il y a peu de chances que votre produit fonctionne. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'énormément de budget en termes de data. J'entends, vous avez besoin surtout de la donnée
qualitative. Donc, la quantitative, à ce moment-là, n'a pas de sens. Ça ne sert à rien de faire de l'A/B testing sur un produit si vous n'avez même pas identifié que vous répondez déjà à un vrai problème. Donc, vraiment, la première step, c'est ça, c'est d'essayer de trouver un problème-solution. À ce moment-là, vous n'avez pas vraiment besoin de parler vraiment de données quantitatives, c'est surtout de la qualitative. Deuxième phase, vous avez commencé à développer votre produit. Donc là, on va parler justement de MVP. Donc, on va parler d'adéquation produit-marché. Donc là, on commence à rentrer dans une phase itérative où vraiment on développe un produit, alors qu'avant, on teste plutôt des hypothèses, un discours. Donc là, on développe le produit qu'on va vendre. Et là, on va commencer à enregistrer de la donnée. Donc, il faut avoir une structure, une base pour enregistrer son produit, une base technique qui permette d'enregistrer ces données. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller très, très loin. On veut avoir de la donnée basique sur notre produit pour savoir combien, justement, on fait de chiffre d'affaires, combien de personnes utilisent notre site, combien de temps ils passent dessus. On est vraiment dans du basique. Un petit GA plus quelques données qui viennent on va dire, d'une structure de data engineer. Donc, par exemple, si vous hébergez votre site sur Google Cloud Platform, donc qui permet d'héberger et de stocker de la donnée, et ben là, vous allez pouvoir commencer à pouvoir faire des requêtes SQL et donc justement à piocher de la donnée. Mais on est vraiment dans du basique, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus. Par contre, dès que vous avez un MVP validé, donc vous avez un product market fit, donc là, vous allez pouvoir vous dire, OK, on passe dans un système de croissance. Un product market fit, on l'atteint quand on demande à sa base de clients s'ils trouvent que le produit est satisfaisant. C'est-à-dire que on fait un NPS, on obtient un certain score dans les 70-80 qui note à 80, vous commencez vraiment à avoir un product fit absolument incroyable. Et donc là, vous allez justement pouvoir passer sur de la croissance. Et là, vous allez pouvoir augmenter votre budget. Et parce qu'en fait, vous savez que vous avez un produit, vous savez que vous avez un produit qui fonctionne, qui a un marché, qui a un pricing qui est bon. Maintenant, il faut vous faire connaître. Et donc là, on va vraiment on va pousser encore un step plus loin. Et c'est là où vraiment on va parler de growth hacking et faire des campagnes marketing poussées. Donc là, déjà, on voit qu'en fait, selon les objectifs, le traitement de la donnée n'est absolument pas la même. Et justement, quand on est en croissance, quand on commence à avoir du monde sur son site Internet, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans de l'A/B testing, qu'on va mettre du budget pour justement aller plus finement dans l'analyse de la donnée, ce qui n'est pas forcément utile au début parce que vous avez des plus gros problèmes à gérer en général et que vous pouvez avoir de manière très simple sans besoin de vous équiper en data de manière dingo, quoi. Et Oscar, Et donc juste, tu peux nous justement, expliquer juste PSF, ça veut dire quoi? Problem Solution Fit. Parfait, merci. Pas de souci. Donc, c'est vraiment Problem Solution Fit. Donc, c'est est-ce que je réponds à un problème sur le marché? C'est-à-dire que justement, la slide d'après en parle très, très bien. Donc là, c'est le fondateur un des fondateurs de Twitch. Donc, il dit Startups mostly don't compete against each other, they compete against no one giving a shit. Globalement, la plupart du temps, on crée des produits ou des fonctionnalités, ça peut même être des sous-produits, où les gens, en fait, n'ont pas réellement besoin, il n'y a pas besoin de ce type d'information. Et pour autant, on va le développer parce qu'on a une intuition qui est trop forte, on a mal fait ses entretiens. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on fait des produits qui sont défaillants. On rajoute des fonctionnalités, on rajoute des choses, mais dont les gens n'ont pas besoin. On fait du trop spécifique. Il y a plein d'erreurs qui peuvent être faites. Mais c'est vraiment hyper important de bien se concentrer au début quand on crée une grosse fonctionnalité ou un produit, de savoir si ça répond à un problème. C'est vraiment ça le problem solution fit. On valide vraiment qu'il y ait cette partie-là. Et ça, on le fait en récupérant un maximum de données qualitatives. Après, donc justement, sur le reste, quand on va commencer à développer, quand on va commencer à vouloir faire justement avoir une approche qui va plus être de l'ordre du quanti, il faut avoir une approche laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement comme pour le produit, c'est exactement comme pour le growth, c'est exactement comme le design. On ne fait pas un design system du jour au lendemain, on commence par des petites choses. On ne crée pas un produit du jour au lendemain, on commence par un minimum viable product.
On commence, quand on fait du growth, par des petites expérimentations qu'on développe pour être sûr qu'on a les bons canaux d'acquisition. On a une approche laboratoire. C'est exactement la même chose que vous devez faire au niveau de la data. On commence par récupérer peu de données, on voit si elles ont du sens, si elles marchent, si elles permettent de communiquer en interne. Si elles le permettent, on les diffuse plus largement, on les consolide et on voit ce que ça donne. Mais c'est vraiment cette approche-là. Il y a une espèce de côté un peu mystique autour de la donnée où on se dit, OK, il faut qu'on fasse un gros travail sur la donnée. Et donc, on va mettre énormément d'énergie d'un coup et puis on va se rendre compte que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Alors qu'en fait, vous pouvez vraiment commencer par juste retenir quelques petites données, tant qu'elles ont du sens pour vous et qu'elles vous permettent de prendre des décisions. Donc, ce qu'on a vu dans la première partie, c'est que c'est une bonne donnée, mais commencez par une donnée. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 25. Aussi, un des grands premiers points sur la partie données, c'est justement d'avoir une experience map pour un customer journey. Donc, l'idée, c'est de mapper en fait votre expérience. Alors, c'est des choses que j'ai trouvées. Donc, celle du milieu, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet qui, je trouve, est assez représentative de ce qu'il faut réussir à avoir. Donc, on a un persona, on a un objectif qui est associé, on a toutes les différentes étapes que peuvent avoir ce persona. On a renseigné de la donnée dans un premier temps qui est qualitative. Plus ça va aller, plus on va mettre du quantitatif derrière ces données, parce que justement, on a une masse suffisante pour pouvoir voir des variations d'un point de vue chiffre. Et à ce moment-là, on va pouvoir prendre des décisions sur, OK, il y a tel moment qui est pénible, on va essayer d'augmenter, donc il nous faut enregistrer telle donnée. Et tout ça, ça va vous permettre de commencer à mapper. Donc, quand on commence à parler de data, quand on arrive chez des clients, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend l'expérience utilisateur et on voit si on arrive justement à avoir de la donnée sur chacune des différentes étapes. Là, on parle déjà de produits qui sont plus développés, on est plus justement sur un product market fit déjà fait. Donc, on est dans les premières étapes de growth. Dans ces premières étapes, on va vraiment essayer d'avoir une vision sur toutes les différentes étapes du Customer Journey. Donc, vous pouvez vraiment mapper votre site. Vous pouvez le faire de deux manières différentes, comme l'image au milieu ou comme celle qui est sur le côté. Commencez très simplement. Par exemple, chez Advisory, donc tout à gauche, vous pouvez voir, on commence très simplement. C'est un espèce de tout petit template. Vous commencez à le remplir. Vous pouvez imprimer ce genre de documents. Vous en trouverez plein en ligne. Vous commencez à remplir les différentes étapes. Il n'y a pas de bonne manière de faire à part le faire. C'est-à-dire que c'est en mettant les mains dedans qu'on arrive à faire quelque chose. Donc, c'est vraiment ça la logique. Donc, une fois qu'on a voir ces différentes étapes, en général, alors pour parler vraiment plus d'un côté un peu data-driven, j'aime beaucoup un article de Ward Van Gastern, j'espère que je prononce ça bien, qui justement explique un peu la nouvelle manière de fonctionner qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, on va avoir d'un côté tout ce qui va être les pirates métriques, donc le R-funnel, où on va voir donc, le awareness, donc c'est est-ce que vous êtes connu, comment est-ce que vous êtes placé, vous allez voir l'acquisition, donc le nombre de personnes qui sont capables à partir de, par exemple, différents sources Internet d'aller sur votre site. Vous avez l'activation, c'est la capacité d'utiliser votre service pour la première fois. Vous avez le revenu, donc combien est-ce que la personne génère d'argent. Donc, on va parler d'LTV, de ce genre de choses, si vous êtes encore dans un cas SaaS. Après, vous allez avoir la rétention. Est-ce que la personne revient et utilise votre produit, le referral? Est-ce que ce produit est recommandé à d'autres? Donc, suivant votre stratégie, suivant votre produit, vous allez appuyer sur différentes zones. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je ne suis pas en train de vous donner vraiment un framework totalement défini, mais des logiques de stratégie, parce que justement, ça dépend beaucoup de votre produit. Mais je trouvais que ce modèle étant très utilisé, très répandu aujourd'hui, c'est important de le détailler. Globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, on va venir analyser justement sur toute l'expérience, donc sur cette map, donc qui est simplifiée au travers des Pirate Metrics. Et ben on va voir là où est notre point faible. On voit qu'on a un point faible justement entre le revenu et la rétention. On n'a que 10% de personnes qui sont retenues. Et ben justement, on va venir appuyer à cet endroit-là en se disant, OK, là-dessus, il faut qu'on arrive à progresser. Parallèlement à ça, il y a toute la notion de North Star. Donc, la North Star, ça vient du monde maritime. Donc, c'est ce qui permet de la nuit viser le nord. Donc, ça vient c'est la Grande Ourse. À partir de la Grande Ourse,
vous pouvez trouver l'étoile polaire. Et cette étoile polaire vous indique le nord, donc toujours la direction à suivre, quoi qu'il arrive. Et on a repris un peu ce schéma dans les entreprises où on s'est dit il nous faut une North Star métrique, une seule métrique qui permet de communiquer à toute l'entreprise là où on veut aller, ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, le Spotify, ça va être le temps d'écoute par individu dans le temps. Donc, leur objectif, c'est d'augmenter au maximum le temps d'écoute de leurs utilisateurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont adressé comme développement des playlists pour chiens. L'objectif n'était pas de créer une fonctionnalité différente pour pouvoir faire venir plus de personnes. L'idée, c'était de justement pouvoir augmenter ce temps-là. Comment le faire? Il faut trouver des nouvelles personnes par foyer, les animaux de compagnie pendant que les gens travaillent. Les animaux peuvent écouter de la musique. On fait augmenter notre temps grâce à ça. Donc, globalement, on va avoir cette North Star qui va justement être là de manière continue. Et après, on va avoir One Metric That Matters. Donc, c'est vraiment un focus qu'on va se donner pendant des temps de développement en fonction de chaque équipe. Donc, elles vont essayer de tacler un métrique. Donc là, dans le cas où on regarde, ça peut être ce fameux 10%. Donc, on va essayer d'améliorer la rétention. Donc, on va se donner un objectif. OK, notre problématique à régler, c'est la rétention. Donc, on va devoir enregistrer cette donnée-là, on le sait très rapidement, et on va commencer à faire des enquêtes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour avoir une vision de la data. Après, on va avoir justement, pour la partie growth, on va parler plus d'expériments. Donc, c'est des petites actions qu'on va venir collecter. En fait, chaque action peut générer de la donnée et donc est contrôlée sur un dashboard qui va être un petit peu différent. Mais chaque action, vous devez avoir de la donnée pour pouvoir valider ou non ce que vous faites. Quand vous parlez par contre de produits, voilà, c'est un peu plus embêtant si on n'arrive pas à avoir la… Attendez, ce que je peux faire, c'est comme la dernière fois, je prends un screenshot et on leur partage sur le chat, Oscar. De quoi? Je peux prendre un screenshot et je leur partage sur le chat. Okay. Attends, je vais juste essayer de voir si en rechargeant, ça ne marche pas. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Yes, ça marche. Petit problème de chargement. Donc là, on va voir vraiment les différentes. D'un côté, on va avoir une partie un peu plus grosse. Donc, chaque expériment que vous allez réaliser, vous allez associer des métriques pour pouvoir valider. Au moins il y a de métriques, au moins votre expériment est important, au moins vous avez besoin de la contrôler. Si vous êtes dans une approche très simple, une donnée permet less is more. Il faut toujours réussir à se dire, moins on trace de données, enfin, moins on traque de données, moins on a de travail à faire. Et le but, c'est de justement pas perdre de temps. Quand je dis moins de travail à faire, c'est-à-dire que vous pouvez faire d'autres choses. Donc, moins vous avez d'éléments qui sont pris par juste un événement. Donc, essayez vraiment de limiter au maximum la donnée traquée. Sur une approche produit, donc ça, j'espère que ça parle aux product managers qui sont avec nous. Donc, vous avez la partie discovery et la partie delivery. Donc, la partie discovery, justement, c'est toute la partie où on va, par rapport à une problématique donnée, essayer de trouver… On est à côté de la scène. Ah, d'accord, mais bon… Je ne suis pas sûr d'avoir entendu la question. Non, ce n'était pas une question. Vas-y. Tu peux y aller. OK, très bien. D'un côté, on va voir la partie discovery. De l'autre côté, on va voir la partie delivery. Donc, sur la partie discovery, c'est tout ce qu'on va justement aller chercher par rapport à une problématique. Donc, on va aller justement faire des enquêtes, des entretiens au niveau des utilisateurs. On va identifier différentes problématiques à tacler. Et une fois qu'on a identifié ce qui est le plus prioritaire, ce qu'on doit vraiment résoudre pour le client, c'est à ce moment-là en fait qu'on se dit, OK, on a tel objectif. Quelles sont les données qui vont nous permettre de dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas? À partir de ces données, donc on va créer un peu en même temps, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on va parler de data et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à dire, OK, il faut qu'on traque cette donnée-là. Et avant même de justement pouvoir attaquer la partie solution, on va transmettre la partie data à traquer aux différentes personnes qui peuvent le faire. Donc, dans beaucoup de structures, ça va être des développeurs. Dans d'autres structures, vous avez des équipes data qui sont dédiées. Dans les startups, aujourd'hui, on voit de plus en plus un profil, on va dire, un peu full stack data science. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire du data engineer et de la data viz et de la data science.
Donc vraiment, on va avoir vraiment tout le range qui va être couvert. Donc ça va être une personne qui va vraiment s'occuper de ça. Mais encore beaucoup, enfin, assez souvent, ce profil n'est pas si développé que ça. Donc ça va être les équipes de développeurs qui vont pouvoir traquer la donnée pour vous. À partir de là, vous allez commencer à créer la solution. En général, ça, c'est des moments que vous allez faire beaucoup avec des designers. Et une fois que vous avez votre backlog qui est prêt, vous allez lancer votre partie delivery qui va durer un certain temps. Alors, ça dépend de la méthode que vous utilisez. Ça peut être du Scrum, du Kanban, etc. Mais vous allez développer le produit. Et pendant que ce produit est développé, vous avez une nouvelle phase de discovery qui est en route. Et encore une fois, c'est au milieu de ce diamant qu'on commence à définir les datas qui vont nous permettre de dire si on a résolu le problème ou pas. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette phase de savoir quand est-ce qu'on place la donnée. Il faut déjà avoir le problème, mais pas forcément la solution. Donc, ça, c'est vraiment pour le produit. Une fois que vous avez ça, et c'est là où c'est important, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez une approche qui va plus être une vision de growth, donc justement celle-ci, donc avec l'awareness, l'acquisition, etc., vous voyez à quel point c'est lié en fait avec le product. Donc, c'est-à-dire que si vous devez améliorer la rétention, ça peut être un enjeu donc, de growth, mais ça peut aussi être un enjeu de produit. Donc, c'est hyper important que tous les growth partagent avec tous les products. Et c'est important que tous les products aient vraiment une vraie connaissance de ce que c'est que le growth hacking. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la track de Lyon. Vraiment, je vous la conseille parce que justement, ça vous donne en tant que product une vraie vision de ce que vous pouvez faire parce que vous pouvez faire du growth. Donc voilà. Mais après, si vous parlez vraiment de campagne et de growth, on va dire au quotidien, c'est vraiment plus sur un board où vous allez associer chaque expérimentation que vous faites à date donnée. Le tout, vous allez le regrouper donc, dans un plan de mesure. C'est la première chose qu'il faut faire, juste après avoir identifié les différents, le map, le Customer Journey. Une fois que vous avez mappé votre Customer Journey, deuxième étape, faire un plan de mesure. Donc, tous les endroits où vous voulez avoir de la mesure. Vous pouvez faire en fonction des pyramides métriques, donc selon le Ahrefs, mais pas forcément. Vous pouvez aussi le faire sous d'autres formats. Ça dépend de votre produit et ça dépend du framework que vous décidez d'utiliser. De là, vous pouvez derrière faire un dashboard qui vous permet justement de traquer ces données de manière très simple, comme Data Studio. C'est un outil de la GCP, donc de Google Cloud Platform, qui vous permet justement de regrouper toutes les données. Il y a plein de plugins, plein de manières de faire pour justement tout regrouper sur ce type d'outil. Et après, vous faites votre dashboard, vous l'imprimez régulièrement et vous communiquez aux équipes. Mais il faut vraiment y aller petit pas par petit pas. Donc, faites un petit plan, faites un petit customer journey, puis un petit plan de mesure et communiquez dessus. Et vous allez voir que très vite, une fois que vous avez réussi à cette première itération, vous allez continuer à pouvoir le faire assez vite. Au niveau des ressources, pour justement définir quelles sont les données qui peuvent être synthétiques, vous allez avoir la Bible des indicateurs clés de performance. Donc, vous allez retrouver justement en fonction des différents produits quelles sont des métriques que potentiellement vous pouvez traquer. Vous avez aussi, justement, j'en parlais, Data Studio, plein de reports gratuits que vous pouvez utiliser ou qui peuvent vous inspirer donc, sur toute la partie Data Studio Gallery. Et vous avez un site qui a été fait par un Français qui s'appelle Data2Viz. Et donc, c'est justement quand vous avez certains enjeux, donc vous avez des données que vous avez envie de traquer, vous ne savez pas sous quel format vous voulez l'expliciter, allez sur ce site, il est très très bien fait, ça va vraiment vous inspirer pour trouver le format de communication de votre donnée. Donc rapidement sur la dernière partie, donc on va plus parler des enjeux de la data et après on va passer aux questions. Rapidement, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de data? C'est juste avec l'apparition du web 2.0. En fait, on a réussi à créer une nouvelle manière d'échanger, c'est-à-dire qu'on n'avait plus des sites statiques, on avait des sites où justement il y avait un échange de données qui était énorme, qui était fait, ce qui a créé la big data. Et donc, du coup, on ne pouvait plus utiliser les statistiques exactement de la même manière que ce qu'on faisait avant, on va dire avec un processus plus à la main, donc c'est-à-dire avec des documents Excel, ce genre de choses, en récupérant de la donnée à droite à gauche. Il nous fallait une autre manière de travailler. Et d'ailleurs, on voit que justement, quand on parle de big data et de data science, la data science arrive juste après, en fait, la big data. Donc, qu'est-ce que c'est que la data science? C'est tout simplement du data mining, donc le fait de récupérer de la donnée
et du computer science, donc la capacité de faire des statistiques sur un ordinateur. Vous regroupez les deux, data science. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de mystique. Mais par contre, il y a tout ce qui va être préparation, justement, pour pouvoir faire de la data science dans de bonnes conditions. Quand vous allez créer un produit, il faut toujours garder en tête comment est-ce que vous allez collecter la donnée, comment est-ce que vous allez la sauvegarder, comment est-ce que vous allez pouvoir l'exploiter, les labels que vous allez mettre derrière vos produits, c'est très important. Par exemple, si vous avez une vente, si vous retenez la donnée comme étant une vente, est-ce que ça prend en compte la TVA, est-ce que ça ne la prend pas en compte? Tout ça, ça va permettre de prendre des décisions dans le futur pour des data scientists, parce qu'aujourd'hui, la data science, c'est justement le game changer pour des grandes sociétés. Donc, c'est très important de justement bien traquer dès le début et d'avoir justement cette pile, parce qu'en fait, tout en haut de cette pile, vous avez l'IA. Tant que vous n'avez pas en fait toute cette pyramide de fait, c'est très compliqué de faire de l'IA. L'IA, déjà, ça répond à très peu de domaines. Il faut un grand nombre de données. C'est pour ça que c'est très difficile pour des startups de faire de l'IA. Parce qu'en fait, il faut un historique de données. Donc, c'est plus des grands groupes qui sont capables de faire ça et ça leur donne justement un avantage sur leurs concurrents qui est énorme. D'où le fait que ce soit très important, mais ça n'empêche rien. Ça veut dire que si vous êtes une startup, il vous faudra juste quelques années, mais si vous pensez en amont bien votre structure de comment est-ce que vous collectez, comment est-ce que vous stockez, comment est-ce que vous pouvez exploiter, comment est-ce que vous avez labellisé votre donnée, et bien là, vous allez pouvoir justement réussir à faire de l'IA beaucoup plus rapidement et dans des bonnes conditions. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Globalement, derrière la data science, il y a deux grandes disciplines. D'un côté, la decision science, donc c'est la capacité de prendre des décisions grâce à la donnée. Donc, on va partir d'un enjeu business. Donc, globalement, on va avoir par exemple, j'ai une société qui est, par exemple, Amazon. J'ai des fournisseurs d'un côté, j'ai des clients de l'autre. Donc, je suis une plateforme. Si j'ai que des mauvais fournisseurs sur ma plateforme, je vais avoir des clients qui ne vont pas être satisfaits. Si d'un côté, j'ai une trop grande restriction au niveau de mes fournisseurs, plus personne ne voudra être fournisseur, ça va mal se passer, j'aurai moins de choix pour mes clients parce que personne ne voudra être fournisseur. Donc, vous avez un équilibre à trouver. Cet équilibre peut se jouer sous plein de manières. Donc, vous allez faire une recherche dans les données pour savoir où se trouve le meilleur endroit pour optimiser votre chiffre d'affaires. Mais vous pouvez aussi faire des enquêtes, et c'est là où justement c'est important de faire des entretiens, parce que ça peut être par exemple le temps de livraison qui fait qu'un client est peu satisfait d'un fournisseur. Et donc, c'est à vous, après, de plus optimiser votre logistique plutôt que d'optimiser qui vient en tant que fournisseur ou qui ne vient pas. Est-ce que c'est par rapport à une distance d'un site, de livraison, etc. etc. Donc, c'est un domaine qui est très complexe. Donc, tout ce qui est decision science, mais qui est très important, où on va justement retenir un maximum de données. Derrière, vous allez avoir tout ce qui va être des data products. Donc là, on va parler de machine learning et de deep learning. Globalement, si vous voulez faire la différence entre machine learning et deep learning, machine learning, ça s'explique mathématiquement. Ça va être par exemple une régression linéaire. On va essayer de trouver un optimum pour justement pouvoir définir des éléments, mais ça s'explique mathématiquement. Tout ce qui va être deep learning, c'est un peu des black box. C'est tout ce qui va être systèmes neuronaux. C'est beaucoup plus complexe à expliquer. Et donc, du coup, vous avez aussi beaucoup plus de risques. Et ça coûte en général plus cher pour des grandes quantités de données. Et de features, pour les termes un peu techniques. Donc, c'est apprendre avec des pincettes, ça va faire vraiment plus tard. Toujours commencer par du petit machine learning si vous devez faire du machine learning. Donc, pour la decision science, donc vous aurez les slides, vous verrez. Donc, ça, je vous ai juste mis en fait le process classique en fait, que vous pouvez retrouver pour faire de la decision science, les différentes étapes. Pareil pour un data product, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que du product management classique, parce qu'on parle avec des outils qui sont différents. Aussi, autre élément, il ne faut pas confondre avec les data engineer products, qui sont plus des produits qui vous permettent en fait, de traiter de la donnée, donc comme la GCP, AWS, etc. etc. Et après, on va parler d'un peu des métiers de la data. Donc, vous avez data analyst qui va analyser la donnée, ils font beaucoup de decision science. Vous avez le data engineer, c'est celui qui va faire le lien entre tous les tubes pour récupérer de la donnée. Le data scientist
lui, c'est vraiment plus la partie machine learning et data product. Et après, vous avez un data product manager, donc, qui est une des spécialités de Bazery, où justement, on va accompagner les gens pour qu'ils puissent clarifier justement les enjeux de leurs produits data et de savoir orienter le développement de leurs produits. Ces différents métiers ont toujours une nuance en fonction de la taille de l'entreprise et de l'historique de l'entreprise, donc toujours à prendre avec des pincettes. Pour se former, plusieurs possibilités. Donc, si vous avez vraiment envie de bien comprendre Google Analytics, moi, ce que je vous conseille, c'est Google Academy. C'est des super bonnes formations, ils travaillent vraiment très bien. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Si vous voulez avoir un cadre justement pour progresser, soit en product, soit en growth, moi, je vous conseille Lyon, bien évidemment. Et après, sinon, en fonction des outils que vous allez utiliser, parce qu'il y en a énormément d'outils, prenez des outils déjà qui ont des académies, comme HubSpot. Et en général, ils travaillent justement pour créer des produits qui peuvent être facilement utilisés. Donc, ils créent des académies avec ces outils. Au niveau des ressources et des livres, ce que je vous conseille, c'est la Bible en termes d'utilisation de data. C'est Lean Analytics. Ça vous donne vraiment un cadre. C'est un modèle parmi tant d'autres, mais ça reste un livre de référence. Toutes les personnes qui aiment la data ont lu ce livre. Et après, deux autres livres. Donc, Outside Insight, donc qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin que ce que je vous ai dit aujourd'hui sur la stratégie data. Et Naked Statistics, c'est une manière très simple de comprendre la statistique derrière les données. Donc, c'est vulgarisé, c'est super bien fait. Et ça vous permet en fait de comprendre très facilement comment ne pas faire d'erreur au niveau de la donnée. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Trop bien. Merci beaucoup, Oscar. J'ai adoré à un moment, tu as dit il n'y a pas de bonne manière de faire, mais enfin, à part le faire. Et c'est exactement ce qu'on dit chez Lyon. Donc, franchement, trop cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses. On va commencer par une première question qui a été posée par Victor et je ne voulais pas t'interrompre, Oscar. C'était sur la slide des pyramides, enfin de la pyramide. Oscar, je te laisse allumer ton micro et poser ta question. Victor, pardon, je te laisse allumer ton micro et poser la question à Oscar. Yes, merci Joséphine. Merci Oscar pour la présentation, hyper intéressant. C'est vraiment, c'est à peine une question, mais c'était juste un petit commentaire. Est-ce que là, sur cette slide, ce serait pas plus pertinent de mettre la numérotation dans l'autre sens, c'est-à-dire genre partir du 1 avec le collect? Oui, bien C'est un sûr. peu là-dessus qu'on se base pour monter vers le haut de la pyramide. Tout à fait, très juste. Enfin, c'était juste une remarque, c'est pas hyper. Voilà, Non, merci. c'est très juste. Bah, après, c'est toujours, comme toujours, c'est toujours un système itératif, c'est-à-dire qu'on peut prendre des choses plus ou moins dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire que c'est des boucles. Donc, au début, vous allez bien évidemment collecter, tu as raison, tu as tout à fait raison, ça devrait être dans l'autre sens. Je corrigerai dès la fin de cette présentation, mais oui, ça devrait être dans l'autre sens. Mais après, de toute façon, plus vous allez développer votre produit, plus vous allez collecter, donc plus il faudra faire attention à cette base et plus vous allez remonter. Trop cool. Merci, Hop, Oscar. merci. On a une question aussi de Lucille qui te remercie pour la conf et qui demande si tu as des outils à conseiller pour suivre la data des utilisateurs sur un SaaS B2B. Alors, il y a beaucoup d'outils. Ça dépend de ce que tu fais. Déjà, la base, il faut toujours commencer par ça, c'est Google Analytics parce que c'est un outil qui est gratuit et qui est très puissant. Déjà, réussir à maîtriser ça et à trouver les bonnes données, trouver les données qu'on souhaite, c'est très important. Après, vous avez justement tout ce qui est au-delà des outils, vous avez vraiment toute la partie data engineer. Donc justement, on est parfait en termes de slide. Quand vous avez une application, vous collectez de la donnée naturellement de vos utilisateurs et là-dessus, il y a énormément de richesses et en général très peu utilisé. Donc, mettre en place un système qui permet d'avoir un dashboard sur Data Studio en passant par la GCP, donc Google Cloud Platform, qui est un espèce d'ultra outil de data engineer, où il y a plein de sous-produits à l'intérieur. En fait, ça va permettre de justement collecter votre donnée sans devoir aller super loin. Après,
Après, ça dépend de votre état de maturité, si vous voulez faire de l'A/B testing en autonomie, etc. Vraiment, ça dépend. Il faudra qu'on en discute ensemble plus tard. De toute façon, Lucille, je te propose d'envoyer un Slack à Oscar, puisqu'évidemment, Oscar est sur le Slack Lyon et Lucille aussi, qui a suivi notre track produit et grosse aussi d'ailleurs. Au plaisir de discuter. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas soit à allumer votre micro, soit à l'écrire dans le chat. Alors, on a une question de Alex qui te dit: à quel stade penses-tu que le recrutement d'une personne à la data devient nécessaire? C'est une très bonne question. Alors, moi, je pense que justement, une personne devient nécessaire assez rapidement au niveau de la data. Ça prend encore une fois, ça dépend des enjeux financiers. Mais avoir un profil data analyst un peu polyvalent, qui justement a une capacité de commencer à mettre une structure data, ça se fait à peu près au niveau de maturité. Quand vous savez que vous avez un PMF, donc un Product Market Fit, c'est le moment où vous devez avoir quelqu'un dans la data, enfin une personne en charge de la data. Est-ce que ce sera un PM qui a une fibre data? Si vous en avez une, vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps, mais il ne faut pas trop tarder non plus. Parce que si vous voulez faire vraiment du growth, si vous voulez vraiment commencer à faire la différence, il faut assez rapidement avoir une vision de la donnée que vous avez. Donc, je dirais à peu près dans ces eaux-là, entre une fois que le PMF est validé, que vous commencez à attaquer du growth, sérieusement.